Elle m'a traité de ton devant 15 invités et m'a laissé avec une addition de 2347 €. Sois déjà reconnaissant que je sois sorti avec toi, a-t-elle lancé avant d'embrasser un autre homme. Le lendemain matin, elle avait 89 appels manqués, mais aucun ne venait de moi car, pendant qu'elle faisait la fête, j'ouvrais des dossiers dont elle ignorait l'existence. Je m'appelle Étienne Beaumont. J'ai 43 ans, je suis directeur des opérations chez Logistique Transnationale. Marié depuis 15 ans à Sandrine, qui a fêté ses 40 ans mardi dernier. Nous avons 2 enfants, Hugo, 13 ans, et Léa, 9 ans. Je pensais que nous avions une belle vie. Je me trompais. Sandrine tenait absolument à fêter son anniversaire à l'Horizon, un restaurant de fruits de mer chic surplombant la marina. Elle voulait que 15 de ses amis influenceurs soient là, toute la clique des blogueurs lifestyle. J'avais réservé le salon privé, commandé du champagne, tout organisé comme elle l'avait demandé. Elle est arrivée vêtue d'une robe rouge que je n'avais jamais vue, m'accordant à peine un regard pendant qu'elle saluait ses invités. Il posait pour des photos, riait trop fort, buvait du vin onéreux que je n'avais pas commandé. J'étais assis en bout de table, comme un meuble. Le dîner s'est bien passé jusqu'au dessert. Sandrine s'est levée, verre de vin à la main, déjà éméché. Ses amis se sont tus, les téléphones pointés vers elle. Je tiens à vous remercier tous d'être venus, a annoncé ma femme, de cette voix théâtrale qu'elle utilisait sur les réseaux. Surtout mon mari, Étienne. Elle a fait un geste de la main vers moi sans me regarder. J'ai levé mon verre en souriant. Vous savez, il faut un homme spécial pour soutenir une femme comme moi, a continué Sandrine. Quelqu'un qui connaît sa place. Elle s'est tue. Regardez-le. Franchement, regardez. La température dans la pièce a chuté. J'ai baissé mon verre. Il n'est pas vraiment séduisant, n'est-ce pas? Sandrine a ri. Quelques-uns de ses amis ont suivi nerveusement. Cette calvitie naissante, ce jean informe de daron, mais il a son utilité, je suppose. Ma gorge s'est serrée. J'ai pensé à Hugo qui me demandait la semaine dernière pourquoi maman était toujours sur son téléphone. À Léa, qui avait arrêté de montrer ses dessins à Sandrine. Sois reconnaissant que je sois sorti avec toi, Étienne, a dit ma femme clairement, délibérément, sois reconnaissant que je t'ai épousé. Quelqu'un a même applaudi. Un autre a ri ouvertement. Puis Sandrine s'est approchée de Pascal Girard, son associé assis 3 chaises plus loin, et l'a embrassé sur la bouche. Pas un baiser rapide, une déclaration. Voilà un vrai homme, a-t-elle annoncé. Elle a attrapé son sac, a pris le bras de Pascal et s'est dirigée vers la sortie. Les 15 invités ont suivi, laissant derrière eux des desserts entamés et des verres vides. Le serveur est apparu avec l'addition, 2347 €. Il l'a posé avec des yeux compatissants. Je suis navré, monsieur. Je n'ai pas dit un mot. J'ai sorti ma carte, payé, ajouté 30% de pourboire et photographié le reçu. Pas par colère, ni pour me venger, mais parce que j'avais besoin de me souvenir du moment exact où j'avais arrêté de faire semblant. Je suis rentré en silence. La maison était sombre, les enfants dormaient, la babysitter était partie. Je suis monté dans mon bureau et j'ai déverrouillé mon ordinateur. La petite icône grise dans le coin, celle que Sandrine n'avait jamais remarquée, s'est ouverte sur un écran noir protégé par un mot de passe. J'ai tapé le code. L'interface s'est chargée. Des dossiers propres étiquetés par date, nom, lieu, des années de documentation. J'ai téléchargé le reçu, je l'ai croisé avec 6 mois de données cellulaires. Le nom de Pascal Girard est apparu 17 fois, correspondant aux coordonnées GPS de Sandrine, des hôtels, des restaurants, une villa à l'île de Ré. J'ai ouvert un autre dossier. Relevé bancaire. Des retraits d'espèces que Sandrine ne pouvait expliquer. Des achats par carte dans des bijouteries. 50 000 € transférés des comptes joints vers des comptes personnels. Puis le dossier du plan d'épargne logement des enfants, vide. 183 000 € disparus. Tracé vers une société écran au nom de jeune fille de la mère de Pascal. L'avenir de mes enfants volé. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé l'écran. Pas encore de colère, juste une clarté glaciale. Sandrine pensait avoir épousé quelqu'un de simple, quelqu'un qui resterait silencieux. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des mois. Pas de retournement,
pas de vérification de téléphone. Pas d'interrogation sur l'endroit où se trouvait Sandrine. Juste 8 heures d'un sommeil sans rêve. Quand on finit par arrêter de se mentir, la paix vient facilement. Mon réveil a sonné à 6 heures. J'ai pris ma douche, je me suis habillé avec mes vêtements de travail habituels et je suis descendu. Hugo et Léa étaient déjà à la table de la cuisine en train de manger des céréales. La babysitter, Madame Chen, avait l'air épuisée. « Votre femme n'est pas rentrée, Monsieur Beaumont ?» a-t-elle dit doucement en jetant un coup d'œil aux enfants. « Dois-je m'inquiéter ?»« Pas besoin », ai-je répondu calmement. « Elle loge chez une amie. Merci de les avoir gardés cette nuit. Je vous virerai les heures supplémentaires aujourd'hui. » Madame Chen a hoché la tête, a ramassé ses affaires et est partie. Hugo m'observait par-dessus son bol, son cerveau de 13 ans calculant déjà que quelque chose n'allait pas. « Papa, est-ce que maman va bien ?» a demandé mon fils. « Elle va bien », ai-je dit en versant le café, « finis ton bol, école dans 30 minutes. » Léa a levé les yeux. « Papa, pourquoi maman ne nous a pas dit bonne nuit hier soir ?» Je me suis agenouillé près de sa chaise, j'ai écarté une mèche de son visage. Parfois, les adultes ont des soirées compliquées, ma puce. Mais Hugo et toi êtes ma priorité, toujours. Elle a hoché la tête, ne comprenant pas tout, mais me faisant confiance malgré tout. Après les avoir déposés à l'école, j'ai conduit jusqu'à mon bureau dans le centre-ville. 43e étage, vue d'angle sur le port de commerce. Mon assistante, Jennifer, m'a tendu mon café et mon emploi du temps. Bonjour Étienne. Tu as la réunion logistique trimestrielle à 10 heures, puis le déjeuner avec l'équipe de distribution de Lyon. Merci Jen. Je suis entré dans mon bureau et j'ai fermé la porte. Mon téléphone était sur le bureau, face contre table. Je l'avais mis sous silence avant de me coucher. Je l'ai retourné. 89 appels manqués, tous de Sandrine. 43 SMS, 27 messages vocaux. Je n'en ai ouvert aucun. À la place, j'ai tout transféré vers un dossier cloud sécurisé avec horodatage et j'ai continué ma routine matinale. À 9h45, Jennifer a frappé. Étienne, ta femme appelle sur la ligne fixe de l'entreprise. Elle dit que c'est urgent. Dis-lui que je suis en réunion toute la journée, ai-je dit sans quitter mon écran des yeux. Et Jennifer, si elle rappelle, même réponse. Entendu. La réunion logistique s'est bien passée. J'ai présenté nos améliorations d'efficacité pour le 3e trimestre, approuvé 2 nouveaux centres de distribution et autorisé des mises à niveau d'équipement à Toulouse. Les affaires comme d'habitude. Vers midi, mon portable personnel a sonné à nouveau. Sandrine. J'ai décliné et j'ai ouvert mon déjeuner. Mon téléphone professionnel a vibré. Un SMS de mon jeune frère, Nicolas, qui travaillait comme détective privé en ville. J'ai reçu ton mail ce matin. J'ai commencé les recherches sur Pascal Girard. Tu avais raison. C'est du sérieux. Appelle-moi ce soir. J'ai répondu par un pouce levé et j'ai supprimé le message. À 14 heures, Jennifer est réapparue, l'air mal à l'aise. Étienne, je suis désolé, mais ta femme est dans le hall. La sécurité a appelé. Elle exige de te voir. Je me suis adossé à ma chaise. Dis à la sécurité de l'informer que je ne suis pas disponible. Si elle refuse de partir, ils doivent lui rappeler que c'est une propriété privée et qu'elle n'est pas autorisée à être ici sans rendez-vous. Jennifer a hésité. Tu es sûr? Absolument. Elle est partie. 5 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. SMS de Sandrine. En majuscule. Pourquoi tu fais ça? Réponds-moi. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai ajoutée au dossier de preuve et je me suis remis au travail. À 17 heures, quand j'ai quitté le bureau, mes appels manqués atteignaient 112. Les messages vocaux allaient de la colère aux supplications, en passant par la confusion. Les SMS suivaient le même modèle. Étienne, on doit parler. Arrête d'être puéril. Tu surréagis. S'il te plaît, rappelle-moi. Je suis désolé, d'accord? On peut parler s'il te plaît? J'ai lu chacun d'eux cliniquement, comme je lirais un manifeste d'expédition. Documenté, catégorisé, stocké.
Puis je me suis rendu au bureau de mon frère Nicolas à l'autre bout de la ville. Il vivait au-dessus d'une agence de cautionnement et gérait son entreprise de détective depuis un loft aménagé. Quand je suis entré, il avait des dossiers étalés sur son bureau. « Étienne » a dit Nicolas en se levant pour me serrer la main. « Mec, tu ne plaisantais pas. Pascal Girard est un sacré phénomène. »« Dis-moi tout » ai-je dit en m'asseyant. Nicolas a fait glisser un dossier vers moi. Marié, 2 enfants, sa femme s'appelle Delphine. Elle n'en a aucune idée. Il a 3 autres femmes en rotation, qui pensent toutes être spéciales. Ta femme n'est que la favorite du moment. Ma mâchoire s'est crispée. Quoi d'autre? La société écran que tu as tracée fait partie d'un plus gros montage. Il gère cette arnaque depuis des années. Il cible des femmes mariées avec de l'argent, les convainc de liquider leurs actifs, fait passer l'argent par des sociétés écrans, puis il disparaît. Combien a-t-il pris au total? Nicolas a tourné une page. Estimation basse, plus de 2 millions d'euros prélevés sur 6 femmes différentes en 8 ans. Je me suis rassis pour absorber l'information. Donc Sandrine n'est pas spéciale. C'est une cible. Exactement. Nicolas a fermé le dossier. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai regardé mon frère, ancien gendarme, aujourd'hui détective, la seule personne en qui j'avais une confiance totale. Je veux tout, ai-je dit doucement. Chaque transaction, chaque femme, chaque mensonge, et je veux les coordonnées de Delphine Girard. Nicolas a souri sombrement. Déjà fait. Regarde tes mails. Bon boulot. Mon téléphone a encore vibré. Sandrine, appel numéro 118. J'ai décliné et je suis rentré m'occuper de mes enfants. Elena Martinez était notre nounou depuis 3 ans. Discrète, fiable, le genre de femme qui aimait mes enfants comme les siens. Elle venait du Guatemala, envoyait de l'argent à sa mère au pays, n'avait jamais manqué un jour de travail. Jeudi matin, elle a demandé à me parler en privé. Monsieur Beaumont, a dit Elena nerveusement, jetant un coup d'œil vers l'endroit où Hugo et Léa regardaient la télé. Je dois vous montrer quelque chose. J'ai eu peur aussi. Mais après mardi soir, je ne peux plus me taire. Elle a sorti un petit carnet de son sac, le genre qu'on achète pour quelques centimes. Sa main tremblait en me le tendant. J'ai noté des choses, a dit Elena doucement. Depuis 2 ans. Les choses que Madame Beaumont dit aux enfants quand vous n'êtes pas là, les hommes qui viennent à la maison. J'avais peur de perdre mon travail, mais ces petits méritent mieux. J'ai ouvert le carnet. Son écriture était soignée. Chaque entrée était datée et détaillée. 15 mars. Madame a dit à Hugo qu'il était stupide comme son père quand il n'arrivait pas à finir ses devoirs de maths. Il a pleuré pendant 1 heure. 3 juin, Léa a montré un dessin à sa mère. Madame a dit que c'était moche et l'a jeté. Léa n'a pas dessiné pendant 2 semaines. 12 août, un homme nommé Pascal est venu à la maison à 14 heures. Ils sont montés à l'étage pendant 3 heures. J'ai dû garder les enfants dehors. Page après page. 24 mois de documentation. La cruauté de ma femme mise à nu dans les notes précises d'Elena. Mes mains se sont serrées sur le carnet. Elena, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? J'avais peur, monsieur, a-t-elle chuchoté. Madame a dit que si je vous disais quoi que ce soit, elle appellerait la préfecture pour mes papiers. Mes papiers sont en règle, mais j'avais peur quand même. J'ai regardé cette femme qui avait protégé mes enfants alors qu'elle était menacée. Elena, vous ne perdrez pas votre travail, et j'aurai besoin que vous témoigniez de ce que vous avez vu. Pouvez-vous faire ça? Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Pour Hugo et Léa, oui. Merci. Je me suis levé, je suis allé à mon coffre-fort et j'ai sorti une enveloppe avec 5 000 € en liquide. C'est pour votre courage, et votre salaire vient de doubler. Elena a essayé de refuser, mais j'ai insisté. Vous avez protégé mes enfants quand leur propre mère ne le faisait pas. Ça vaut tout l'or du monde. Après son départ, j'ai appelé Nicolas. J'ai besoin que tu sécurises un témoin. Notre nounou, elle a 2 ans d'abus documentés. Nicolas a répondu, reçu. Aussi, j'ai contacté Delphine Girard, la femme de Pascal. Elle veut te rencontrer. Quand? Demain. Lieu neutre.
Elle apporte ses propres preuves. J'ai regardé le journal d'Elena sur mon bureau. Les murs se refermaient sur Sandrine et Pascal. Ils ne le savaient pas encore. Mon téléphone a vibré. Sandrine, appel 147. J'ai décliné et j'ai préparé le dîner pour mes enfants. Samedi matin, j'ai emmené Hugo et Léa au parc. Des choses normales de père. Pousser Léa sur les balançoires, lancer un ballon de foot avec Hugo, mais mon esprit était sur l'enveloppe dans ma boîte à gants. 3 semaines plus tôt, j'avais emmené les 2 enfants pour ce que je leur avais présenté comme des examens de routine. Le pédiatre, un vieil ami d'université, avait discrètement recueilli des échantillons d'ADN. Pas de questions posées. Les résultats étaient tombés hier. Hugo, 99,9% de probabilité de paternité. Mon fils. Léa, 0% de probabilité de paternité. Pas ma fille. Biologiquement. J'étais resté assis dans ma voiture pendant 20 minutes après avoir lu ce deuxième résultat, fixant le papier comme s'il allait changer. Mais les chiffres ne mentent pas. Léa, avec son sourire éclatant et son amour pour le dessin, n'était pas de mon sang. Elle était la fille de Pascal Girard. La liaison durait depuis au moins 10 ans. Sandrine était tombée enceinte, m'avait convaincu que Léa était de moi, et je n'avais jamais douté. Pourquoi l'aurais-je fait? Elle avait mes yeux, disaient les gens. Mon tempérament. Tout cela n'était que mensonge. Mais voici ce que Sandrine ne comprenait pas. La biologie ne fait pas un père. J'avais été là pour les premiers pas de Léa, ses premiers mots, chaque cauchemar et chaque écorchure au genou. J'avais tressé ses cheveux, lui avais lu des histoires avant de dormir et lui avais appris à faire du vélo. Elle était ma fille. Les papiers ne changeaient rien à cela. Ce qu'il changeait, en revanche, c'était la garde. Parce que maintenant, j'avais la preuve que Sandrine avait commis une fraude à la paternité. Qu'elle avait menti pendant près d'une décennie. Qu'elle n'avait pas seulement volé de l'argent, mais la vérité. Papa, a appelé Léa depuis les balançoires, pousse-moi plus haut. Je me suis approché, je l'ai poussé doucement, je l'ai regardé rire. Je m'en occupe, ma puce. Hugo est apparu à mes côtés. Papa, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es différent depuis mardi. Mon fils, trop intelligent pour son propre bien. Je me suis agenouillé. Hugo, ta mère et moi avons de graves problèmes. Mais Léa et toi êtes en sécurité. Je te le promets. Est-ce qu'elle va revenir? A demandé Hugo doucement. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement, mais quoi qu'il arrive, vous deux êtes ma priorité, toujours. Hugo a hoché la tête lentement, puis est retourné vers la structure d'escalade. L'après-midi, j'ai rencontré Delphine Girard dans un café de la ville voisine. Elle avait 41 ans, elle était élégante mais épuisée, mère de 2 enfants elle aussi, tous 2 en primaire. Monsieur Beaumont, a dit Delphine en s'asseyant en face de moi. Merci d'avoir accepté cette rencontre. Appelez-moi Étienne, et merci à vous d'être venu. Elle a fait glisser un dossier sur la table. Pascal fait ça depuis 8 ans. Votre femme est la numéro 7. Il cible des femmes mariées avec du patrimoine, les séduit, les convainc de liquider des fonds, puis il passe à la suivante. Je sais, ai-je dit. Le détective de mon frère a découvert la majeure partie. La mâchoire de Delphine s'est contractée. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il a un autre enfant avec la femme numéro 4, une fille qu'il n'a jamais rencontrée, pour qui il n'a jamais payé. Mon estomac s'est noué. Léa. Vous savez. J'ai sorti les résultats d'ADN. Je viens d'avoir la confirmation. Elle est biologiquement de lui. Mienne de toutes les autres manières possibles. Delphine a lu le document, puis a levé les yeux avec une détermination farouche. Nous devons les détruire ensemble. D'accord, ai-je dit. Qu'est-ce que vous avez? Des relevés financiers, des emails, des SMS, et je demande le divorce lundi. Je veux la garde exclusive et je veux qu'il soit poursuivi pour escroquerie. J'ai tendu la main. Alors assurons-nous qu'ils perdent tout. Elle l'a serré fermement. À partir de maintenant. Sandrine a tenté sa chance le dimanche suivant. Elle a appelé mes parents en pleurant, leur disant que je l'avais mise à la porte et que j'avais monté les enfants contre elle. Elle disait vouloir simplement voir sa famille. Ma mère,
avec son grand cœur, l'a cru. Elle m'a appelé le mercredi soir. Étienne, mon chéri, Sandrine dit que tu ne la laisses pas voir Hugo et Léa. Je sais que vous avez des problèmes, mais c'est important, la famille. Maman, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Alors venez déjeuner demain, tous les deux. Nous discuterons comme des adultes. J'ai marqué une pause, j'ai réfléchi, puis j'ai souri. D'accord, nous serons là à 13h. J'ai immédiatement appelé Nicolas. Changement de plan. Le déjeuner de famille vient de devenir une séance de collecte de preuves. De quoi as-tu besoin? A demandé Nicolas. Retrouve-moi chez mes parents demain à 12h30. Amène Delphine Girard et toute la documentation. Le dimanche après-midi, je suis arrivé chez mes parents avec Hugo et Léa. Mon père a ouvert la porte. Ancien colonel de l'armée, toujours bâti comme s'il pouvait courir un marathon. Fils, a dit mon père en me serrant fermement la main. Ta mère s'inquiète. Je sais, papa. Ça va changer. Sandrine était déjà à l'intérieur, jouant parfaitement la victime. Yeux rouges, mouchoir à la main, serrant ma sœur Rachel dans ses bras. Quand elle m'a vu, son visage a feint l'espoir. Étienne, merci mon Dieu. On doit parler. On le fera, ai-je interrompu calmement. Après le repas. Le repas a été tendu. Sandrine essayait sans cesse de m'impliquer, de me toucher la main, de sourire aux enfants. Hugo et Léa restaient collés à moi, parlant à peine à leur mère. À 15h, on a sonné à la porte. Je me suis levé. Ce doit être pour moi. J'ai ouvert la porte. Nicolas était là avec Delphine Girard et maître Catherine Roche, l'avocate que j'avais engagée 2 jours plus tôt. Qu'est-ce qui se passe? A demandé ma mère nerveusement. Réunion de famille, ai-je dit. Tout le monde, asseyez-vous s'il vous plaît. J'ai posé un dossier épais sur la table de la salle à manger. Mes parents, ma sœur Rachel, mon frère Marc, tous fixaient le dossier. Sandrine a une liaison avec Pascal Girard depuis 10 ans, ai-je commencé calmement. Elle a volé 183 000 € sur l'épargne des enfants, et elle a maltraité verbalement Hugo et Léa pendant des années. Le visage de Sandrine est devenu livide. Étienne, qu'est-ce que tu... Voici Delphine Girard, ai-je continué en faisant un geste vers elle. La femme de Pascal. Et voici Maître Roche, mon avocate. Delphine s'est avancée. Votre belle-fille couche avec mon mari. C'est un escroc qui a dépouillé cette femme. Sandrine est la numéro 7. La main de ma mère est montée à sa bouche. La mâchoire de mon père s'est serrée. Ce n'est pas tout, ai-je dit. J'ai sorti les résultats d'ADN. Léa n'est pas ma fille biologique. C'est celle de Pascal. Sandrine a menti pendant 9 ans. Le silence dans la pièce était de plomb. Mon père s'est levé lentement, sa voix de colonel reprenant le dessus. Sandrine, est-ce vrai? Sandrine a essayé de parler, mais rien n'est sorti. Sors de ma maison, a dit mon père doucement. Maintenant. Mais je. Maintenant. A rugi mon père. Sandrine a attrapé son sac et s'est enfuie, les larmes coulant à flots. Personne ne l'a retenue. Ma mère m'a regardé avec des yeux dévastés. Étienne, pourquoi ne nous as-tu pas dit ça plus tôt? Parce que j'avais besoin que vous le voyiez par vous-même, ai-je dit doucement. Pour que, quand nous irons au tribunal, vous sachiez pourquoi je me bats. Papa a posé sa main sur mon épaule. On est avec toi, fils. Quoi que tu aies besoin. Léa a grimpé sur mes genoux. Papa, j'ai peur. Je l'ai serré fort. Je sais, ma puce, mais tu es en sécurité maintenant. Lundi matin, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Le directeur du lycée international de Provence, où Hugo et Léa sont scolarisés. Monsieur Beaumont, nous devons discuter d'une situation, a dit Monsieur Legrand avec précaution. Plusieurs parents ont exprimé des inquiétudes concernant la position de Madame Beaumont au bureau de l'association des parents d'élèves. Quel genre d'inquiétude? Ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Les vidéos de l'incident au restaurant circulent. Les parents ne sont pas à l'aise avec le fait qu'elle représente l'école. Le restaurant avait des caméras de sécurité. Quelqu'un, probablement Nicolas,
s'était assuré que ces images parviennent aux bonnes personnes. Il y a une réunion d'urgence de l'association ce soir à 19 h, a continué Legrand. Votre présence pourrait être utile. Je suis arrivé à 18h45. L'amphithéâtre de l'école était comble, plus de 200 parents. Sandrine était assise au premier rang, menton relevé, essayant d'avoir l'air confiante. Elle ne m'avait pas vu entrer. Monsieur Legrand a ouvert la séance. Nous sommes ici pour discuter de la composition du bureau et des inquiétudes récentes. Une mère au troisième rang s'est levée. Madame Vasseur, femme de médecin, 3 enfants à l'école. Je serai direct. Sandrine Beaumont a publiquement humilié son mari dans un restaurant, devant la caméra, devant les parents des amis de ses enfants. Ce n'est pas le genre de personne qui doit représenter notre école. Des murmures d'approbation ont parcouru la foule. Un autre parent s'est levé. Elle a aussi posté à ce sujet en ligne, pour s'en vanter. Cela montre un manque total de discernement. Sandrine a essayé de se défendre. C'était une affaire privée entre mon mari et moi. Rien n'est privé quand vous le filmez pour vos amis influenceurs, a coupé sèchement Madame Vasseur. Certains d'entre nous ont vu les vidéos. Ce que vous avez fait était cruel et calculé. Un homme au fond s'est levé. Je l'ai reconnu comme Maître Lambert, avocat d'affaires. 2 filles à l'école. J'ai aussi entendu des rapports préoccupants concernant des irrégularités financières. Est-il vrai que vous avez détourné les fonds destinés aux études de vos enfants? La pièce est devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers Sandrine. C'est un mensonge, a dit Sandrine, la voix montant dans les aigus. Mon mari essaie de me détruire. Monsieur Beaumont, souhaiteriez-vous vous exprimer? A demandé le directeur en m'apercevant. Je me suis levé lentement, je me suis avancé. Les parents se sont décalés pour regarder. Je ne suis pas venu ici pour détruire qui que ce soit, ai-je dit calmement. Je suis venu pour protéger mes enfants. Oui, ma femme a volé sur leur épargne. Oui, j'ai la documentation. Et oui, c'est maintenant entre les mains de mon avocate et des autorités. J'ai regardé Sandrine directement. Ce que tu as fait dans ce restaurant n'était pas une affaire privée. Tu l'as rendu public. Voici les conséquences. Madame Vasseur s'est levée à nouveau. Je propose de démettre Sandrine Beaumont du bureau de l'association avec effet immédiat. Soutenu, on dit 3 parents simultanément. Le directeur avait l'air mal à l'aise. Tous ceux qui sont pour. Presque toutes les mains dans l'amphithéâtre se sont levées. La motion est adoptée, a dit Legrand doucement. Madame Beaumont, je suis navré, mais vous êtes démise de vos fonctions. Sandrine s'est levée, tremblante de rage et d'humiliation. Vous allez tous le regretter. Non, a dit fermement Madame Vasseur. C'est vous qui allez regretter d'avoir appris à nos enfants que la cruauté n'a pas de conséquences. Sandrine a attrapé son sac et a quitté la salle en trombe. Pas une seule personne ne l'a suivie. Après la réunion, plusieurs parents m'ont approché. Étienne, nous n'avions aucune idée de ce que tu traversais, a dit Madame Vasseur. Si tu as besoin de témoignages de moralité pour la garde, appelle-moi. 5 autres parents ont proposé la même chose. Je les ai remerciés, j'ai noté leurs coordonnées et je suis rentré. Hugo m'attendait. Papa, les enfants à l'école parlent, ils disent des trucs sur maman. Je sais, fiston. Ça va être difficile pendant un temps. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise personne? A demandé Hugo doucement. Je me suis agenouillé. Elle a fait de mauvais choix, mais Léa et toi êtes de bonnes personnes, et c'est ce qui compte. Il a hoché la tête lentement. Je suis content que tu sois mon papa. Ces mots ont suffi à rendre tout cela valable. Dimanche après-midi, pendant qu'Hugo et Léa étaient chez mes parents, j'étais dans mon bureau pour terminer un projet commencé 3 semaines plus tôt. Un coffre-fort numérique crypté contenant tout ce dont ils auraient besoin pour comprendre quand ils seraient plus vieux. La structure des dossiers était simple. Vidéo, documents, chronologie, preuves. J'ai enregistré un message vidéo de 30 minutes, regardant directement la caméra. Hugo, Léa, si vous regardez ceci, c'est que vous avez 18 ans, que vous êtes assez grand pour comprendre la vérité sur ce qui est arrivé à notre famille. J'ai tout expliqué calmement, factuellement. La liaison, le vol, la fraude à la paternité.
J'ai montré les documents, passé les enregistrements audio, affiché les relevés bancaires. Pas pour les empoisonner contre leur mère, mais pour leur donner la vérité. Léa, ma puce, tu vas apprendre quelque chose de difficile dans ce coffre-fort. Biologiquement, je ne suis pas ton père. C'est Pascal Girard. Mais la biologie ne fait pas une famille. J'ai choisi d'être ton papa chaque jour. Je t'ai choisi, toi, et je continuerai à te choisir pour le reste de ma vie. J'ai inclus le journal d'Elena, les résultats d'ADN, chaque élément de preuve du dossier. Puis j'ai ajouté autre chose. Des souvenirs positifs, des photos d'anniversaire, de vacances en famille, de matchs de foot, des vidéos du récital de danse de Léa, des tournois de basket d'Hugo. Je ne veux pas que vous vous souveniez seulement de la douleur, ai-je dit à la caméra. Je veux que vous vous souveniez que votre père s'est battu pour vous, vous a protégé et vous a aimé assez pour vous dire la vérité quand vous seriez prêt à l'entendre. J'ai crypté le coffre-fort avec un système à double clé. Une clé se déverrouillerait automatiquement au 18e anniversaire d'Hugo, la seconde à celui de Léa. Les deux clés étaient détenues par Nicolas et mon avocate, Catherine, avec pour instruction de les remettre à ces dates. Monsieur Beaumont a appelé Elena d'en bas. Les enfants sont de retour. J'ai fermé l'ordinateur, sauvegardé le tout sur 3 serveurs sécurisés différents et je suis descendu. Léa a couru vers moi immédiatement. Papa, mamie a fait des biscuits. Tu m'en as gardé? Ai-je demandé en la soulevant. Peut-être, a-t-elle ricané. Hugo restait en retrait, observant attentivement. Plus tard dans la nuit, après que Léa se fut couchée, il a frappé à la porte de mon bureau. Papa, je peux te demander quelque chose? Toujours, fiston, entre. Hugo s'est assis, triturant ses mains. Des enfants à l'école disent des trucs sur maman, sur Léa, qu'elle n'est pas vraiment ta fille. Ma poitrine s'est serrée. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que la biologie ne compte pas, a dit Hugo fermement. Léa est ma sœur. Tu es notre père. C'est tout. J'ai senti la fierté m'envahir. Tu as tout à fait raison. Et Hugo, quand tout cela sera fini, quand vous serez plus vieux, je t'expliquerai tout. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Je te fais confiance, papa. Toujours. Après son départ, je suis resté seul dans le bureau sombre. Le coffre-fort était complet, les preuves sécurisées. Quand mes enfants seraient prêts, ils auraient toutes les réponses. Mais ce soir, ils avaient juste besoin de leur père. Et c'est exactement ce qu'ils auraient. Le docteur Patricia Taylor est arrivée à la maison un mardi matin. Psychologue nommé par le tribunal, 25 ans d'expérience, réputation d'être brutalement honnête dans les évaluations de garde. Monsieur Beaumont, a dit le docteur Taylor en me serrant la main. Je vais passer environ 4 heures ici aujourd'hui pour vous observer avec les enfants, poser des questions, évaluer l'environnement familial. Tout ce dont vous avez besoin, ai-je répondu. Elle a commencé par visiter la maison, à vérifier les chambres des enfants, à noter la propreté des espaces, le coin de voir que j'avais installé dans la salle à manger, les photos de famille au mur. Parlez-moi de votre journée type avec Hugo et Léa, a-t-elle dit en prenant des notes. Je lui ai tout décrit. La routine du matin, le petit déjeuner ensemble, le dépôt à l'école, les activités extrascolaires, le dîner, l'aide aux devoirs, le coucher. Et quand Madame Beaumont vivait ici, en quoi était-ce différent? Elle était souvent absente. Voyage d'affaires, événements d'influenceurs, soirées entre copines. Je gérais l'essentiel de l'éducation même avant la séparation. Le docteur Taylor a pris des notes. Les enseignants des enfants ont fourni des rapports. Les 2 enfants ont maintenu de bonnes notes malgré la situation. C'est inhabituel dans les divorces à haut conflit. J'ai essayé de stabiliser leur vie. Elle a interrogé Hugo en premier. J'attendais dans la cuisine, incapable d'entendre leur conversation. 45 minutes plus tard, Hugo est ressorti, l'air soulagé. Elle est gentille, papa. Elle a posé des questions sur l'école, le basket. Comment je me sens? Léa est passée ensuite. Seulement 30 minutes. Elle est sortie en tenant un dessin qu'elle avait fait pendant la séance. J'ai dessiné notre famille, a dit Léa en le montrant au docteur Taylor. Ça c'est papa. Ça c'est Hugo. Ça c'est moi.
Et ça c'est notre chien qu'on va avoir. Vous allez avoir un chien? A demandé le docteur Taylor en souriant légèrement. Papa a promis. Quand tout sera calme, a expliqué Léa sérieusement. Après que les enfants soient allés jouer dehors, le docteur Taylor s'est assis en face de moi. Monsieur Beaumont, j'ai examiné toutes les preuves, le journal d'Helena, les dossiers financiers, les résultats d'ADN. J'ai aussi interrogé votre femme. Et ai-je demandé prudemment. Madame Beaumont présente des traits de personnalité narcissique, une empathie minimale envers les enfants et un manque de remords inquiétant pour ses actes. Elle a passé l'essentiel de notre séance à se concentrer sur elle-même, sa réputation, sa victimisation. Le docteur Taylor a feuilleté ses notes. En revanche, vos enfants montrent un attachement fort envers vous, un développement émotionnel approprié à leur âge malgré les circonstances, et des déclarations cohérentes sur le fait de se sentir en sécurité sous votre garde. Quelle sera votre recommandation? Elle m'a regardé directement. Garde exclusive pour vous avec un droit de visite médiatisé et limité pour leur mère. Hugo et Léa ont besoin de stabilité, de cohérence et d'un parent qui les fait passer en premier. C'est vous, monsieur Beaumont. Le soulagement m'a submergé. Merci. Ne me remerciez pas. Je ne fais que rapporter ce que j'ai observé. Le docteur Taylor s'est levé. Mon rapport officiel sera déposé au tribunal d'ici vendredi. Préparez-vous à ce que l'avocat de Madame Beaumont le conteste. Ils le font toujours. Après son départ, j'ai appelé Catherine. L'évaluation s'est bien passée. Elle recommande la garde exclusive. Excellent. C'est la dernière pièce dont nous avions besoin. La date d'audience est fixée pour dans 2 semaines, un jeudi. Nous allons gagner, Étienne. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner préféré des enfants, des spaghettis aux boulettes de viande. Nous avons mangé ensemble, riant de la blague terrible d'Hugo sur un poulpe qui joue au basket. Des moments de famille normaux. Après qu'il soit allé se coucher, j'ai vérifié mon téléphone. Un message de Delphine Girard. Pascal a été arrêté. Accusation d'escroquerie. 7 chefs d'inculpation. Il risque 15 ans. J'ai répondu, bien. Un de moins. Puis je suis monté, j'ai vérifié que les 2 enfants dormaient paisiblement, et je me suis accordé un moment d'espoir. Nous allions nous en sortir. 3 semaines plus tard, j'étais dans la salle d'audience du juge Legrand pour l'audience finale sur la garde. Catherine Roche avait fait le déplacement spécifiquement pour cela, apportant une réputation qui rendait les avocats adverses nerveux. Sandrine était assise de l'autre côté de l'allée, plus mince que dans mes souvenirs, portant une robe bleu marine conservatrice que son avocat avait probablement choisie pour elle. Pascal était déjà en détention provisoire, en attente de son procès. Delphine Girard avait demandé le divorce et la garde exclusive de leurs 2 enfants. L'empire s'effondrait. Monsieur le juge, a commencé Catherine, se tenant debout avec une posture parfaite. Nous demandons la garde exclusive permanente d'Hugo et Léa Beaumont avec seulement des visites supervisées pour Madame Beaumont. L'avocat de Sandrine, Maître Morel, s'est levé rapidement. Monsieur le juge, ma cliente a fait des erreurs, mais elle reste leur mère. Elle mérite de passer du temps significatif avec ses enfants. Le juge, un homme d'une 60aine d'années avec des yeux bienveillants mais une réputation de fermeté, a regardé par-dessus ses lunettes. Maître Morel, j'ai examiné le dossier. Les erreurs que vous mentionnez incluent une fraude à la paternité, le vol de l'épargne des enfants, des abus émotionnels documentés et un adultère. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des choix. Morel a tenté une nouvelle approche. Madame Beaumont s'est inscrite à une thérapie, monsieur le juge. Elle prend des mesures pour s'améliorer. Elle s'est inscrite il y a 2 semaines, a coupé Catherine doucement, après 10 ans de comportement destructeur. Ce n'est pas de la réhabilitation, monsieur le juge. C'est de la gestion de crise. Catherine s'est approchée du bureau du juge avec un dossier. Nous avons les témoignages de 17 témoins. Des enseignants, des entraîneurs, des parents de l'école des enfants. Tous décrivent monsieur Beaumont comme le parent principal. Tous décrivent Madame Beaumont comme absente ou méprisante. Elle a sorti le journal d'Helena. 2 ans d'abus verbaux documentés. Hugo était traité de stupide. On disait à Léa que ses dessins ne valaient rien.
Les deux enfants ont développé une anxiété qui s'est améliorée de manière spectaculaire une fois sous la garde exclusive de leur père. Le juge a lu les notes d'Elena, son expression s'assombrissant. « Madame Beaumont, contestez-vous ces faits ?» Sandrine s'est levée, tremblante. « Je n'ai jamais voulu leur faire de mal. J'étais sous pression. » « Vous avez dit à votre fille de 9 ans que ses dessins étaient moches, » a dit le juge platement. « Vous avez traité votre fils de 13 ans de stupide. Sous quelle pression cela est-il acceptable ?» Sandrine n'a pas eu de réponse. Catherine a continué, l'évaluation psychologique du docteur Taylor a révélé un trouble de la personnalité narcissique, une faible empathie et une incapacité à prioriser les besoins des enfants. En revanche, M. Beaumont a obtenu des scores exceptionnellement élevés dans tous les domaines du lien parental. Qu'en est-il de la question de la paternité ? A demandé le juge. Léa est biologiquement la fille de Pascal Girard, a confirmé Catherine. Madame Beaumont a commis une fraude à la paternité pendant 9 ans. Malgré cela, M. Beaumont a choisi de rester le père de Léa de toutes les manières possibles. Il entame une procédure d'adoption plénière pour officialiser ce qui a toujours été vrai. Il est son père. Le juge a pris des notes, puis m'a regardé. Monsieur Beaumont, avez-vous quelque chose à ajouter ? Je me suis levé. Monsieur le juge, je ne suis pas ici pour punir leur mère. Je suis ici pour protéger mes enfants. Ils ont besoin de stabilité, d'honnêteté et d'un parent qui les fait passer en premier. Je l'ai fait toute leur vie, et je continuerai de le faire. Le juge a hoché la tête lentement. Ce tribunal estime que l'intérêt supérieur des enfants est clairement servi en accordant la garde légale et physique exclusive à Étienne Beaumont. Il a regardé Sandrine. Madame Beaumont, vous aurez un droit de visite médiatisé de 4 heures par mois jusqu'à ce que vous puissiez démontrer une réhabilitation sincère, non pas par de simples rendez-vous chez le psy, mais par un changement de comportement réel vérifié par un expert. Sandrine a sangloté doucement. Son avocat a posé une main sur son épaule. De plus, a continué le juge, M. Beaumont est autorisé à poursuivre l'adoption de Léa, les droits parentaux de M. Girard devant être déchus pour cause de fraude et d'abandon. Le marteau est tombé. L'affaire est close. Catherine m'a serré la main. Félicitations, Étienne. Tes enfants sont en sécurité. À la sortie du tribunal, Nicolas attendait avec Hugo et Léa. Ma fille a couru vers moi immédiatement. On a gagné, papa ? Oui, ma puce. On a gagné. Hugo restait un peu plus en retrait, plus réservé. Qu'est-ce qui arrive à maman ? Elle pourra vous voir parfois, avec quelqu'un pour vous accompagner. Mais vous vivez avec moi maintenant, de façon permanente. Il a hoché la tête, le soulagement visible sur son visage. C'est bien. Ce soir-là, j'ai encore préparé leur dîner préféré, en les laissant choisir le film pour notre soirée en famille. Nous avons regardé un film d'animation avec des dragons. Léa riait à chaque blague. Hugo prétendait être trop vieux pour les dessins animés, mais il souriait quand même. Une soirée normale, enfin, merveilleusement normale. Après qu'il soit allé se coucher, je me suis assis dans mon bureau et j'ai ouvert le coffre-fort numérique une dernière fois. J'ai ajouté les derniers documents du tribunal, le jugement, les papiers d'adoption que j'avais déposés l'après-midi même. Un jour, quand ils auraient 18 ans, ils ouvriraient ce coffre et comprendraient tout. Mais ce soir, ils étaient juste des enfants qui avaient besoin de leur papa, et j'étais exactement là où je devais être. Le mois d'avril a apporté la douceur et les cerisiers en fleurs. Hugo a été sélectionné pour l'équipe de basket du lycée pour l'année prochaine. Le dessin de Léa a remporté un concours scolaire. Nous avons adopté un chiot Golden Retriever nommé Murphy qui est immédiatement devenu l'ombre de Léa. J'étais dans mon jardin un samedi matin, regardant Hugo apprendre à Léa comment tirer des lancers francs. Murphy aboyait joyeusement, chassant le ballon à chaque rebond. « Tu t'améliores, Minus », disait Hugo à sa sœur pour l'encourager, « garde juste ton coude bien droit. » Léa a essayé à nouveau, le ballon passant proprement dans le filet. Elle a sauté de joie, victorieuse. Mon téléphone a vibré. SMS de Nicolas. Pascal a pris 15 ans ferme. Delphine à la garde exclusive. Tout est bouclé. J'ai répondu, bien. Comment va Delphine ? Mieux. Elle a lancé un groupe de soutien pour les victimes d'escroquerie. Elle aide d'autres femmes à éviter ce qui lui est arrivé.
J'ai souri, j'ai rangé mon téléphone. Delphine avait transformé sa douleur en mission. Respect. Elena est apparue sur la terrasse avec de la limonade. Monsieur Beaumont, les enfants ont soif. Elena, je vous l'ai dit 100 fois. Appelez-moi Étienne. Elle a souri. Vieille habitude, monsieur. Le témoignage d'Elena avait été crucial au tribunal. Par la suite, j'avais encore augmenté son salaire et l'avais aidé à faire venir sa mère du Guatemala légalement. Elle vivait dans notre maison d'amis maintenant, elle faisait partie de la famille de toutes les manières qui comptent. Cet après-midi-là, nous sommes allés chez mes parents pour le déjeuner du dimanche. Hugo et Léa ont couru vers leurs grands-parents, qui les gâtaient sans relâche. Mon père m'a pris à part. Fils, je suis fier de toi. La façon dont tu as géré tout ça, protéger ces gamins, sans jamais perdre ton sang-froid. C'est ça, la vraie force. Merci, papa. J'ai appris des meilleurs. Maman a serré Léa très fort. Ma belle petite fille, tu m'as apporté de nouveaux dessins? Oui, mamie. Léa a sorti des feuilles de son sac à dos, montrant fièrement son œuvre primée au concours. Hugo était assis avec mon frère Marc, discutant de tactique de basket. Un dimanche en famille normale. Plus tard, sur le chemin du retour, Léa a demandé « Papa, est-ce qu'on va aller bien pour toujours maintenant ?» Je l'ai regardé dans le rétroviseur. « Oui, ma puce, on va aller bien. »« Et maman ?» a-t-elle demandé doucement. Sandrine avait terminé 6 mois de thérapie. Ses visites supervisées se passaient un peu mieux, bien que les 2 enfants restent distants. Elle avait tout perdu. Sa carrière d'influenceuse, sa réputation, la plupart de ses amis. Les avocats de Pascal s'étaient assurés qu'elle ne touche rien de ses actifs. Ta mère essaie d'aller mieux, ai-je dit prudemment. C'est entre elle et sa thérapeute. Ce qui compte, c'est que vous deux soyez en sécurité et aimés. Hugo, assis à l'avant, m'a regardé. Papa, je sais que je ne le dis pas souvent, mais merci pour tout. Tu n'as pas à me remercier, fiston. Être ton père est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Cette nuit-là, après que les 2 enfants se soient endormis, je me suis assis sur la terrasse avec Murphy à mes pieds. La maison était calme, paisible. Mon téléphone a vibré. Notification de mail. Le système du coffre-fort numérique m'envoyait une confirmation. Verrouillage temporel vérifié. Contenu sécurisé jusqu'au 18e anniversaire d'Hugo Beaumont. Le 15 juin 2030. Dans 8 ans, mon fils ouvrirait ce coffre et comprendrait tout. Léa ferait de même 3 ans plus tard. Mais ce soir, ils étaient juste des enfants qui avaient survécu à une tempête et en étaient ressortis plus forts. J'ai repensé à cette soirée au restaurant L'Horizon, quand Sandrine m'avait traité de moche, me laissant avec cette addition. À quel point je m'étais senti humilié. Maintenant, je ne ressentais que de la gratitude parce que cette nuit-là est celle où j'ai arrêté de faire semblant. Quand j'ai commencé à protéger ce qui comptait vraiment. Maître Roche m'avait appelé la semaine dernière pour prendre des nouvelles. Étienne, comment vont les enfants? Ils s'épanouissent, lui ai-je répondu honnêtement. Et toi? Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Bien. Tu le mérites. Tu es l'un des bons. Assis sur ma terrasse, regardant les étoiles apparaître dans le ciel assombri, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Pas parce que j'avais gagné, mais parce que je m'étais battu pour les bonnes raisons. Sandrine avait utilisé la honte comme une arme, pensant qu'elle me détruirait. Au lieu de cela, j'ai documenté la vérité, protégé l'innocence et construit quelque chose de meilleur sur les ruines. Mon téléphone a vibré une dernière fois. SMS de Delphine. Merci pour tout. Pascal est derrière les barreaux. Mes enfants guérissent. On va de l'avant. J'ai répondu, vous avez fait le plus dur. Fier de vous. Puis j'ai éteint mon téléphone, je suis rentré, j'ai vérifié une dernière fois Hugo et Léa, et je suis allé me coucher. Demain, Hugo avait un match de basket. Léa avait son cours d'art. J'avais une réunion logistique. Une vie normale, belle et durement gagnée. Une vie normale. Et je ne l'échangerai pour rien au monde.